Alors, tout le monde, déjà, nous représentons une fédération de services agréés du secteur de l'aide à la jeunesse. Et donc, clairement, nous, on va plutôt, quand on pense le tout le monde, on met le focus sur les jeunes, et pas n'importe quel jeune, une jeunesse plus vulnérable ou en difficulté ou en danger. Et donc, est-ce qu'il est accessible à tout le monde? Certainement pas. Et on le remarque dans le cadre de nos pratiques. Il est certainement encore plus difficilement accessible pour un public plus vulnérable, qui soit ou de jeunes plus vulnérables, qui peut ou se sentir exclu de certains lieux qui permettent l'accès au développement de l'esprit critique, ou qui sont en auto-exclus, estimant que c'est pas pour eux, parce qu'ils ne font pas partie du modèle culturel qu'ils ont, avec lequel ils ont été en affinité, ou parce qu'ils ne se sentent pas légitimes, ou simplement parce qu'ils n'ont pas appris à. Donc il y a sans doute tout un travail préalable à pouvoir réaliser pour que des jeunes plus en difficulté ou plus vulnérables se sentent autorisés à accéder à l'esprit critique. Si on répond par rapport au public avec lequel on travaille, puisque c'est dans ce cadre-là que je suis présent, donc par rapport à la fédération où on travaille avec une jeunesse vulnérable, je dirais que je ne suis pas sûr qu'entraver dans le sens que les inégalités sociales rendraient les personnes moins capables d'eux soit le bon mot. Maintenant, que les inégalités sociales aient un effet sur l'esprit critique, ça je le pense, sincèrement. Quand vous êtes à devoir trouver les moyens de répondre à des besoins primaires, eh bien effectivement, on a peut-être moins le temps, on a peut-être moins la capacité, on a peut-être moins les disponibilités au niveau de l'esprit pour pouvoir exercer son esprit critique. Voilà, donc effectivement, je pense qu'il y a un lien. Je pense qu'il y a un lien, mais il n'est pas du tout dû à la nature des personnes. Il est plutôt dû au fait que dans les réalités de vie, certaines personnes vont avoir l'esprit qui va être beaucoup plus occupé par répondre à des choses très immédiates et peut-être moins prendre le temps de pouvoir s'adonner à avoir du recul, à cultiver le doute et à cultiver leur pensée critique. Mais moi j'ai envie de répondre de deux manières. De un, je pense que potentiellement tous les enfants, tous les élèves qui fréquentent l'école sont à même et sont certainement intéressés par le développement de leur esprit critique. Ça, c'est une chose. Maintenant, l'autre question, c'est de savoir si, dans les faits, dans le système tel qu'il fonctionne actuellement, c'est faisable avec tous les enfants. Et la réponse est plutôt négative là-bas. Hein. On sait que le système sélectionne les élèves. La scolarité se fait dans des filières quand même assez différentes les unes des autres, assez hiérarchisées. Et malheureusement, je pense aux filières qualifiantes, par exemple, les cours généraux, ils sont relativement trop pauvres pour vraiment atteindre des objectifs de savoir et de compétences élevées qui permettent d'exercer une citoyenneté critique. Cela étant dit, je ne suis pas certain non plus que dans l'enseignement général, dans les écoles qu'on pourrait qualifier d'élite, on soit particulièrement critique par rapport à l'évolution de la société et aux questions que cela pose. Voilà. Alors là, je vais toujours parler du secteur que je connais, celui de l'aide à la jeunesse, celui que je vais essayer plus ou moins de représenter. Le rôle de la laïcité, me semble-t-il, quand on travaille avec des jeunes, et notamment avec des jeunes plus vulnérables, et qu'on travaille dans leur milieu de vie, alors soit ce sont des travailleurs sociaux qui vont dans leur milieu de vie, soit ce sont des jeunes qui sont pris en charge par des services
on rentre dans la sphère ou dans le domaine du privé des jeunes, donc toute la dynamique espace public, espace privé se confond un peu quand on travaille de manière proche avec des jeunes plus en difficulté ou plus vulnérables. Et donc, en tout cas, la vision de la laïcité que je pourrais défendre au nom de ma fédération, c'est plutôt un modèle de société dans lequel on peut faire coexister des convictions, des croyances, des visions du monde différentes, mais en sachant que ce qui est de l'ordre de la spiritualité ou de croyances plus personnelles appartient davantage à la sphère privée qu'à la sphère publique, et qu'on travaillera plutôt à faire en sorte que la sphère publique, telle que l'école, notamment la culture, les mouvements de jeunesse ou d'autres dispositifs dédiés notamment aux jeunes, soient des lieux fédérateurs et qui s'adressent à tous les jeunes, peu importe leurs convictions, peu importe leurs croyances. Et donc on sera attentif à travailler sur ce dénominateur commun et fédérateur dans lequel tout le monde peut trouver sa place, mais aussi dans le respect de convictions plus personnelles, plus individuelles, que chacun est tout à fait libre de pouvoir exercer dans une sphère privée. Donc on essaie de ne pas s'adresser juste à une partie de la population qu'on va segmenter ou séparer du fait de certaines croyances, mais s'adresser à l'ensemble de la population et voir ce qui nous rassemble. Et dans l'aide à la jeunesse, on doit aussi être respectueux justement de ce qui relève de la sphère privée, de croyances plus personnelles, plus individuelles, plus familiales, et de pouvoir dire aux uns et aux autres qu'on est autorisé dans une sphère plus privée à pratiquer sereinement ses croyances. Donc je pense que le modèle de laïcité que nous on va plus défendre, c'est celui-là, c'est de travailler dans tout ce qui est public, sur le dénominateur commun, sur ce qui est fédérateur, sur ce qui nous rassemble, sur ce qui nous lie, même avec des visions différentes, mais aussi d'être autorisé à développer des croyances au niveau plus privé. Alors autour de l'esprit critique, c'est bien sûr quand ça relève de la croyance ou de la spiritualité ou de vision du monde, c'est de pouvoir toujours cultiver le doute, la remise en question, de pouvoir aller chercher des informations à gauche, à droite, des savoirs, des connaissances, croiser ces sources qui font sans cesse évoluer voilà, nos croyances, et de pouvoir cultiver le doute. Je pense que c'est ça aussi, de ne pas être pétri de certitude. Mais donc ça veut dire aussi, quand on est des adultes accompagnateurs de ces jeunes, nous aussi on doit cultiver le doute. Voilà, c'est un peu ça que je dirais. Mais bon, là je vais plutôt faire appel à mon expérience de professeur, quoi. J'ai fréquenté la salle des profs pendant une 40aine d'années, et je crois qu'on peut dire que non. Il y a des formes d'autocensure, il y a des sujets que tous les professeurs n'osent pas aborder. Je me souviens par exemple de la période qui a suivi les premiers attentats de Paris, Charlie Hebdo. J'avais un certain nombre de collègues qui n'osaient pas aborder les questions en classe, se sentant trop peu compétents pour le faire, c'est-à-dire pas suffisamment de lecture sociologique, historique, etc., pour faire face aux flots de questions qu'il y avait à ce sujet-là. Je pense aussi qu'il y a un danger à l'heure actuelle avec la tendance à diriger l'enseignement avec de plus en plus de techniques de management, avec des contrats d'objectifs, des évaluations dans tous les sens. Je crois qu'il y a une tendance aussi à... Il y a un risque que les professeurs s'autocensurent un petit peu trop, n'osent pas prendre le risque de sortir parfois un petit peu des chemins battus et des pensées dominantes, qu'ils aient peur un petit peu de faire des vagues par moment. Voilà. Donc non, je ne pense pas que tous les professeurs le font, et je pense que pour répondre à ça, il faudrait une définition claire de ce qu'est l'école. Donc l'école qui serve vraiment à permettre à tous les enfants de réfléchir par eux-mêmes, de se forger une opinion, grâce au savoir qu'ils acquièrent à l'école, grâce aux compétences qu'ils acquièrent, grâce à l'idée qu'on peut critiquer et se poser des questions. Et puis je crois qu'il faut aussi, au-delà d'une définition de ce que doit être l'école, je pense qu'il faut une formation solide dans tous les postes d'enseignement. Et là malheureusement,
on en prend peut-être tout doucement le chemin, mais pas suffisamment vite. Et puis il y a des questions qui se posent avec la pénurie d'enseignants, avec l'engagement d'enseignants qui ont des titres jugés suffisants. Voilà, quelques éléments de réponse. Je n'ai pas envie de répondre de manière aussi absolue. Ce serait à mon avis une erreur de dire que automatiquement toute personne qui n'entre pas dans le cadre est exclue. Je crois que les choses sont plus nuancées que ça. Maintenant, effectivement, d'après notre réalité, dans le cadre scolaire, il y a une attente d'avoir certains comportements. Il y a une attente de rentrer dans un certain cadre. Et effectivement, à ce niveau-là, je pense que encore beaucoup d'écoles sont très normatives. Et qu'on rencontre malheureusement trop souvent, certainement, des jeunes qui, par leur comportement, par leur façon d'être, par les capacités qu'ils ont, par les envies qu'ils ont, par les désirs qu'ils ont, par leur rapport avec l'autorité, vont mettre en difficulté les visions du monde de ces écoles. Et effectivement, à partir de ce moment-là, constatera très souvent que l'école alors va rejeter la faute sur le jeune et pas essayer de mettre en place un dialogue et une réflexion. Donc oui, je dirais que effectivement, pour moi, très souvent, l'école est un système qui est normatif et qui peut exclure, malheureusement.